Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes jeudi 17 décembre et dans l'actualité, un nouvel appel du ministre de la Santé à l'endroit des Sénégalais. Abdoulaye Diouf Sarr nous demande à tous de respecter les mesures de prévention actuellement en vigueur. Un relâchement pourrait être fatal et pendant ce temps, un réaménagement budgétaire du fonds force Covid-19 est envisagé. Et sur les 628 milliards annoncés, sachez que seuls 60 milliards ont été dépensés. Dans ce journal, nous vous livrons les grandes lignes du nouveau rapport de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. 161 milliards de plus sur l'économie nationale avec des apports des fournisseurs nationaux et internationaux. L'Assemblée nationale française étudie actuellement un projet de loi qui devrait réguler la situation de plusieurs émigrés. Ils ont accepté de travailler en période de pandémie malgré les risques. Abdoulaye Diouf Sarr est inquiet. Il a remarqué que le respect des mesures barrières n'est toujours pas effectif au Sénégal. Le ministre de la Santé rappelle qu'un relâchement pourrait être fatal et ce nouveau contexte de contamination est à prendre très au sérieux. On l'écoute. Déjà sur la prise en charge, des instructions ont été données et aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons réactivé les CTE pour pouvoir prendre en charge cette vague. Mais aussi, nous avons effectivement réactivé tout le dispositif de prise en charge des urgences et des cas graves pour prendre en charge aussi à ce niveau l'augmentation des cas graves. Au plus bas, effectivement, au plus haut de la crise de la première vague, nous avions constaté que nous avions des cas graves qui tournaient autour d'une quarantaine. Au moment où je vous parle, nous avons effectivement la possibilité jusque-là de soutenir l'évolution de ces cas graves et de nous rendre confortables. Après la prise en charge, il y a une dimension très très importante sur laquelle nous n'avons pas de problème, c'est la dimension détection. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de tester et de tester de la manière la plus, j'allais dire, agressive quand il le faut. On teste les cas suspects et tous ces cas suspects sont aujourd'hui testés sans problème. Nous avons des labos un peu partout dans le pays. Il faut se rendre à l'évidence, dire les choses telles qu'elles sont. Si on ne respecte pas les mesures barrières, nous risquons effectivement donc une situation qui sera dommageable. C'est pourquoi nous continuons à lancer un appel pour que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais à son niveau se disent que le combat, c'est à mon niveau. Il faut porter le masque systématiquement, il faut respecter les mesures barrières, il faut respecter la distanciation physique. Mais il faut effectivement éviter des événements qui occasionnent cette promiscuité qui est porteur, bien sûr, de propagation du virus. Et voici le bulletin santé du jour. 3 patients ont finalement succombé à l'infection au coronavirus. Les tests effectués ce jeudi, 1544 au total, ont révélé 115 nouvelles contaminations. 35 patients ont été déclarés guéris et 26 sont toujours en réanimation. Je l'annonçais tout à l'heure, le comité de suivi Fonds Force Covid-19 a évalué la première phase de pandémie au Sénégal. L'État n'a injecté que 60 milliards de francs CFA sur les 628 annoncés au départ. Mais dans ce contexte nouveau de recrudescence des cas, un réaménagement budgétaire est prévu. Voici Momar Ndao de l'ASCOSEN. Il est en même temps le porte-parole du comité Force Fonds Covid-19. Mais en fait, si vous regardez toutes les ressources effectivement mobilisées pour la mise en œuvre du programme de résilience, on est à 635,66 milliards. Donc cela veut dire qu'il y a des pré-programmes, des ressources internes dont le trésor public, il y a des prêts et dons en capital qui ont été réalisés, etc. Alors, le niveau d'exécution est de 109,4%. Donc, on a dépassé ce qui avait été prévu à la date du 4 novembre. Sur 628 milliards de dépenses décaissables, on a donc un niveau d'exécution de 687,312 milliards, soit un taux de décaissement de 109,4%. Et ça, c'est au 4 novembre. Si ça nécessite un réajustement budgétaire, donc ça va se faire
Mais je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est comment faire pour faire face à la nécessité de résilience pour l'ensemble donc, en tout cas des domaines qui sont concernés, notamment tout ce qui a trait aux différents piliers sur la santé, la résilience économique, etc., 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 quoi. Donc, notamment au soutien au secteur de la santé, parce que vous savez, c'est plutôt au niveau donc des structures de santé que l'effort donc de prise en charge des malades donc va être fait davantage. Autre chose, en 2019, les industries extractives ont généré 161 milliards de francs CFA, des revenus qui représentent 5,3% de l'économie nationale. L'ITIE a rendu public un nouveau rapport, l'essentiel avec la présidente du Comité national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, Eva-Marie Kolsek. Elle est avec Boubacar Dieng. Et ce qui se passe, c'est que nous avons à peu près un revenu pour l'État et pour le secteur plutôt extractif de 161 milliards de francs CFA, et ce qui correspond à peu près à 5,3% de contribution de ce secteur. Il faut dire également que ce secteur minier, pétrolier et gazier est un secteur qui emploie beaucoup de personnes, bien que on parle de plus de 7000 personnes, pratiquement 8000 personnes. Si l'on tient compte de tous les emplois au Sénégal, on va dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est une contribution qui est apportée par ce secteur. Nous avons également un chiffre important qui est celui de combien a été donné aux fournisseurs ou payé aux fournisseurs. Et cela correspond à près de 1000 milliards, exactement 891 milliards. C'est beaucoup de moyens mis à la disposition des fournisseurs. Il faut dire que c'est 261 milliards qui vont aux fournisseurs nationaux. C'est dire toute l'importance du renforcement de capacité dans un secteur qui est un secteur pointu et il faut que l'on sache que les Sénégalais ont la possibilité d'avoir beaucoup de moyens mis à leur disposition à travers ce secteur-là. Et Eva-Marie Kolsek de révéler qu'à partir de 2021, tous les contrats dans le secteur des industries extractives seront publiés de manière exhaustive. Et ce projet dont on va maintenant parler est destiné aux consommateurs sénégalais. Les ménages devraient bientôt bénéficier d'une réduction du coût de l'électricité. La Sénélec construit une centrale de 120 MW à Malicounda pour un financement évalué à 101 milliards de francs. Les détails avec Nancy Diouf. La centrale électrique de Malicounda, à 85 km de la capitale sénégalaise, sera fonctionnelle à partir de 2021. Sa capacité de production maximale, 120 MW. Les travaux de construction sont en cours depuis octobre 2019. Autour de nous, on a 6 groupes qui sont là. Globalement, c'est 7 groupes. Mais ces 7 groupes-là, le premier groupe est déjà parti sur le site de Malicounda. Donc ici, on a 6 qui restent. Ces 6 vont partir incessamment. Donc on a un. Mais auparavant, il y a les 6 alternateurs qui seront accouplés à ces groupes-là qui sont déjà partis sur le site et les travaux avancent correctement sur le site. Si vous voyez ces moteurs-là, chaque moteur fait à peu près 295 tonnes. 295 tonnes. Les alternateurs qui sont déjà partis, chaque alternateur fait 70 tonnes à peu près. Et ces alternateurs-là seront couplés à ces moteurs-là. Et à partir de là, c'est l'ensemble qu'on appelle un groupe électrogène, donc le moteur et l'alternateur. Mais là, actuellement, vous avez uniquement le moteur qui est là. Donc, ce sera pour une puissance globale de 120 MW. Le projet est situé dans la commune de Malicounda, près du poste de Sénélec, près du poste de péage à la sortie, vous voyez donc. Et actuellement, les travaux ont commencé depuis octobre 2019 et on est très en avance sur le projet, sur les travaux du projet sur le site. Le directeur de la Sénélec a visité les équipements de la centrale. Pape Mademba Bitey précise que ce programme entre dans le cadre de la décentralisation des parcs de production dont la plupart est à Dakar. Et donc l'exercice, c'est qu'aujourd'hui le gaz est en perspective et Sénélec doit prendre toutes les dispositions pour être prête, pour que l'ensemble du parc de production puisse être prêt
pour que dès que le feu gaz est annoncé, on pourra y arriver. Je dois juste signaler que vous avez derrière vous une centrale flottante de 220 MW qui, à partir du mois d'avril, fonctionnera au gaz déjà, ce qui constitue une première en attendant l'arrivée de notre gaz domestique. Donc ce programme rentre dans le cadre de la décentralisation de notre parc de production parce que jusqu'à présent, la plupart des centrales sont localisées au niveau de Dakar et de Taïba Ndiaye. Maintenant, nous allons mettre 120 MW au niveau de Malicounda qui nous permettront de satisfaire la demande en électricité tout en ayant les meilleurs coûts de production. Selon lui, toujours grâce à ce projet, le consommateur sénégalais pourrait bénéficier d'une réduction du coût de l'électricité. Le consommateur sénégalais, je dois dire et préciser que les tarifs de l'électricité sont fixés par la commission de régulation. Donc c'est le régulateur qui chaque année détermine quels sont les tarifs que le consommateur doit payer à Sénélec pour garantir la viabilité du service et également respecter les droits des consommateurs. Maintenant, évidemment, il est clair que lorsque nous arrivons à baisser ces coûts de production, les charges d'exploitation de Sénélec vont baisser et par conséquent, le régulateur pourra répercuter ces économies-là au niveau du consommateur qui se traduiront certainement par une baisse des tarifs. La technologie mise en œuvre pour ce projet permet le passage du fioul lourd au gaz, ce qui correspond à l'objectif du gouvernement sénégalais de convertir toutes les centrales thermiques du pays en gaz d'ici à 2025. Merci Nancy Diouf. Notre environnement se dégrade de plus en plus et c'est en partie à cause de l'action de l'homme. L'Union internationale pour la conservation de la nature, programme Afrique centrale et occidentale, a publié ses études sur la biodiversité au Sénégal. L'alerte est sonnée, nous dit Muntaga Khan. L'accélération du déclin de la biodiversité est une réalité bouleversante qui met en danger notre environnement. Il y a eu de grandes menaces, beaucoup d'espèces fortement menacées qui disparaissent. Beaucoup d'espèces, quand je dis espèces, je parle d'espèces animales et espèces végétales. Vous savez tous qu'il y a pas longtemps, environ il y a 30 ans, je me rappelle bien, on parlait de 40 éléphants dans le Nyokolokoba, après 10, après on parlait de 3. Ça fait plusieurs années, pratiquement on n'en a plus. Beaucoup d'autres espèces de la grande faune viable ont disparu. Il en est même des espèces végétales. Il soutient que les activités économiques contribuent beaucoup à la dégradation de l'environnement. Autant les activités économiques permettent de produire de la nourriture, permettent de générer des revenus, permettent de transformer le milieu, autant ces activités économiques sont également parfois à l'origine de la destruction, de la dégradation de la biodiversité. Si l'engagement des populations est sollicité par les spécialistes de l'environnement, il n'en demande pas moins celui de l'État qui doit mettre la main à la poche. Il faut que la population sache que tout ce qui nous entoure, nous avons besoin de ça pour notre économie, pour notre santé, pour notre bien-être, et que tout et chacun doit être responsable de la conservation de cette biodiversité. Ça ne doit pas être l'affaire de l'État, ni d'un chercheur, ni de quelqu'un d'autre. C'est déjà ça. Et ensuite, il faut que l'État met les moyens nécessaires pour que les chercheurs puissent faire les études nécessaires pour que la connaissance de cette biodiversité-là. Pour la première fois de son histoire, le budget de la commune de Sébikotane atteint le milliard. Ça a toujours été 600 millions chaque année et le maire faisait des réaménagements. Par exemple, le recouvrement des taxes était confié à un cabinet fiscal. Et je vous propose d'écouter les explications du maire de Sébikotane, Abdoulaye Lo. Il est interrogé par Babacar Seck. On a mis en place aussi notre commission confiée à un cabinet fiscal qui nous a déjà fait l'étude, qui emploie avec une équipe de jeunes de Sébikotane. Ils ont recensé normalement toutes nos pertes de recettes fiscales au niveau de Sébikotane, évaluées à peu près à 600 millions. C'est pourquoi nous l'avons recruté pour qu'il nous aide à les recouvrer. Il faut le reconnaître, les communes ont très peu de moyens de pression
sur les populations pour récupérer les taxes. Comme maintenant les frais de bornage sont la première étape pour avoir un terrain, nous l'avons couplé avec l'autorisation provisoire de construction au niveau rez-de-chaussée. Et ces deux taxes suivent la parcelle, le numéro de la parcelle. Même si l'acquéreur vend la parcelle, le nouvel acquéreur n'a pas à payer les frais de bornage et l'autorisation provisoire de construction au niveau RDC. Et c'est un moyen de pression supplémentaire pour nous de sécuriser ces deux versements. Le nuage de commentaires ne s'est toujours pas dissipé. La suppression de la ville de Dakar aura un impact négatif sur l'économie nationale. C'est le point de vue de Babacar Abambaye de Taxawu Sénégal. Il nous explique les répercussions d'une telle décision. On ne peut pas appréhender la question sous l'enseignement de la politique. Dakar, ce n'est pas un territoire institutionnel, c'est un territoire fonctionnel. Dakar, c'est 25% de la population. Dakar, c'est 55% de notre PIB. Dakar, c'est 80% des activités économiques du pays. Une ville qui a autant d'acquis, autant d'expertise, qui a un marketing territorial certain, on ne la déconstruit pas du jour au lendemain. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on aurait dû faire, c'est renforcer Dakar. Ce qu'on aurait dû faire, c'est permettre à Dakar d'être plus à même de supporter notre croissance, d'être la locomotive du développement de notre pays. Et je pense qu'il faut tout faire pour vider l'enjeu politique de cette question sur la décentralisation. Faisons l'évaluation de l'acte de la décentralisation et avançons sur des réformes qui consolident des acquis et qui renforcent les collectivités. Pas la prégnance de la politique, pas des débats à chaque fois que les élections locales arrivent, qu'on nous impose des réformes qui peut-être sont politiciennes, mais qui, dans le but, n'ont aucun impact sur le développement, n'ont aucun impact sur l'évolution de nos collectivités. Et l'approche qu'on a, c'est une question politique, puisque au bout du bout, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que Dakar n'est pas un échelon de... La ville n'est pas un échelon de collectivité, donc la ville n'a pas sa raison d'être, parce que la ville n'est... Le code des collectivités, paradoxalement, dit que Dakar a un statut de commune. On nous dit que Dakar devrait être un département. Sauf que ce que les gens doivent savoir, c'est que si Dakar devient département, ce n'est pas le même niveau de ressources. Ce n'est pas la même nomenclature fiscale. Donc Dakar n'aura pas un budget de plus de 200 millions. Et qu'est-ce qui va se passer? Mais Dakar n'aura plus son rôle de péréquation par la dépense, chargé de créer un équilibre, une équité entre les collectivités. Les discussions vont se poursuivre entre les patrons de presse privée et l'État du Sénégal. Pas encore de consensus pour l'adoption définitive et la mise en application effective du nouveau texte ou des nouveaux textes pour les télévisions privées. Les explications de Matar Sall du CNRA et de ses propos recueillis par Adam Assar. Les autorités ont opté pour l'inclusion dans le processus. Parce que de par même les textes, les autorités pouvaient décider seuls de faire appliquer les textes. Mais bon là, vraiment ils ont choisi d'être inclusifs, de partager, de recueillir les avis, les observations, les recommandations des acteurs concernés. Et vraiment dans l'ensemble, la réunion s'est bien passée. Les textes ne sont pas encore définitifs parce que c'était un partage. On a recueilli les observations. D'ailleurs, on a retenu même de se rencontrer une autre fois. Donc c'est pour dire que vraiment c'est après l'adoption définitive donc, des textes seulement qu'on pourra dire que c'est ce qui est prévu dans les textes comme sanction. Donc là, je pense que vraiment le plus important, c'était de pouvoir réunir l'ensemble des éditeurs. Et là, vraiment, ce qui a donné un cachet vraiment très important à la réunion, c'est que ce sont même les vrais patrons donc, des entreprises qui sont venus, n'est-ce pas, les PDG ou bien les directeurs généraux, n'est-ce pas, ils sont tous vraiment été présents. Et l'essentiel, c'était vraiment de lancer les discussions et d'avoir vraiment un point de vue commun sur ce qu'il faut faire dans l'avenir et également sur vraiment dans les réunions prochaines, comment faire pour rapprocher les positions afin d'avoir donc des textes définitifs qui seront acceptés même avant leur adoption par tout le monde. Au lendemain de l'interpellation du commerçant qui vendait des jouets contenant de l'alcool, des parents réagissent. Certains avouent ne pas toujours veiller à ce que consomment les enfants. Une erreur monumentale, ils le savent aussi. D'autres, par contre, ne baissent jamais la garde. Des réactions croisées dans ce reportage de Aïssatou Diak avec Charles Diop. Kumba suit avec intérêt l'actualité. Une actualité marquée par l'affaire des jouets et gadgets pour enfants contenant de l'alcool. Cette mère de famille pense qu'il n'est pas normal de donner de l'argent à son enfant. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en général,
donner de l'argent aux enfants, ça gâte les enfants. Parce que si tu as l'habitude de prendre toujours de l'argent, si tu ne l'as pas, tu risques de prendre l'argent d'autrui. Donc là, je ne suis pas d'accord. Donc les mères de famille doivent se lever très tôt, donner à leurs enfants le petit déjeuner, ne pas donner de l'argent à un enfant. Il faut toujours acheter ce qu'ils les nécessitent, après tu leur donnes. Mais il ne faut pas leur donner de l'argent parce que... Elle dénonce une paresse de la part de certaines mères de famille. Non, mais elles sont paresseuses, surtout celles qui viennent de naître là. Elles sont très paresseuses. Elles sont très paresseuses parce qu'elles ne se lèvent pas très tôt. Et puis, ce n'est pas recommandé. Si tu as un enfant, même ton mari, tu dois te lever très tôt pour lui faire son petit déjeuner. Mais il ne faut pas le laisser aller manger ailleurs. Ce n'est pas bien. Donc, les parents d'élèves doivent se revoir. Ils doivent prendre soin de leurs enfants. Parce que si tu as un enfant, si elle est malade, c'est toi qui dois être fatigué. Ce père de famille prétend le contraire. Il estime que certains parents n'ont pas les moyens d'acheter des goûters à leurs enfants. Mais je pense bien qu'il est bien vrai que, vu, par exemple, nos maisons qui sont dans une situation un peu pauvre, parce que des fois, on ne peut pas tout donner aux enfants le matin pour aller à l'école. On est obligé de leur donner de l'argent pour pouvoir acheter, par exemple, de quoi manger. Mais ces derniers, arrivés à l'école, ils vont acheter, par exemple, des jouets. Ces jeux-là, aujourd'hui, qui peuvent leur amener beaucoup de problèmes. Il pointe du doigt l'État du Sénégal. Aujourd'hui, l'État est responsable à part entière. Parce que je pense bien que tout ce qui rentre dans ce pays-là et qui passe au niveau de la douane doit être vérifié avant d'être vendu. Mais si aujourd'hui on vend des produits qui ont déjà passé à la douane, vraiment c'est un laisser-aller. D'après ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est ça que j'ai vu, vraiment ce n'est pas une chose qui est normale. Parce que l'État devait, par exemple, prendre les devants et vérifier tous ces genres de produits pour qu'aujourd'hui on n'arrive pas à cette situation-là. D'après nos interlocuteurs, les parents doivent revoir leur façon d'éduquer leurs enfants. Ils pensent que l'État du Sénégal est l'unique responsable de cette situation. Leurs enfants, ils pensent que l'État du Sénégal est l'unique responsable de cette situation. Aïssatou Diack, quelques mois après la Tabaski, le ministère de l'élevage fait son bilan. La demande en moutons a largement été satisfaite et 70% des bêtes provenaient du Sénégal. Les acteurs et la tutelle ont élaboré un nouveau plan pour préparer la Tabaski prochaine, nous dit Alissa Diop. Comme vous l'avez remarqué, conformément aux directives du chef de l'État, j'ai décidé de convoquer très tôt cette concertation afin que nous ayons suffisamment de temps pour une préparation minutieuse de la Tabaski 2021 prévue aux environs du 19 juillet 2021. Le marché a été bien approvisionné et des invendus ont été même enregistrés. En effet, sur un objectif fixé à 810 000 moutons, le marché a été approvisionné à hauteur de 951 125 têtes. Ces résultats probants ont pu être obtenus grâce au concours des différents acteurs de la Tabaski. Je prends la pleine mesure de l'importance de la Tabaski et ses implications économiques et sociales dans notre pays. C'est par cette note d'espoir que je voudrais clore mon propos en vous invitant à travailler ensemble pour la réussite de la prochaine édition. Quelques notes de sport à présent. Judo, 8 tireurs sénégalais sont présents actuellement à Madagascar qui accueille les championnats d'Afrique de judo selon nos confrères du quotidien sportif Stade. Cette compétition devrait permettre aux judokas de marquer des points en vue de leur qualification aux prochains Jeux olympiques prévus à Tokyo, en plus des médailles à conquérir. Et parmi les judokas venus du Sénégal figure le double champion d'Afrique des plus de 100 kilos, Manick Ndiaye. Il dirige la délégation des combattants sénégalais.
Du football maintenant, l'attaquant sénégalais Habib Diallo du RC Strasbourg figure dans l'équipe type composée par le quotidien sportif français L'Équipe à l'issue de la 15e journée de Ligue 1 française. Habib Diallo a contribué à la remontée du RC Strasbourg au classement d'une position de relégable à la 15e place avec 14 points au compteur. Direction France, oui, mais avant, sachez que le président Emmanuel Macron a été testé positif au coronavirus. Il est actuellement en isolement pour 7 jours. Ensuite, le gouvernement français envisage de régulariser les sans-papiers qui ont pris le risque de travailler en période de crise sanitaire. L'Assemblée nationale française est en train d'étudier ce projet de loi porté par un député écologiste. Le récit de Abdelatif Diop depuis Paris. Les sans-papiers ou les étrangers en situation irrégulière en France pourraient bientôt voir le bout du tunnel. Ils pourraient bien être régularisés au courant de l'année 2021. Mais cette régularisation concerne les sans-papiers qui ont eu à travailler pendant la période de la pandémie Covid-19. C'est le député français Michel Lambert qui porte cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Après avoir agité cette question en fin septembre dernier, le parlementaire écologiste vient encore de réactiver ce dossier pour pousser le gouvernement français à régulariser tous ces sans-papiers qui ont pris des risques en acceptant de travailler en pleine pandémie de coronavirus. Le gouvernement de Jean Castex n'est apparemment pas contre cette idée, mais cette éventuelle régularisation pourrait se faire sur critères bien définis. D'autres politiques évoquent même la question de la légitimité d'une naturalisation pour ces